Formation sur le handicap pour l'ensemble du personnel de l'UNICEF. Module 1. Comprendre le handicap. Quelques mots d'Anthony Lake, directeur exécutif UNICEF. Je suis heureux de l'occasion qui m'est offerte de vous parler d'une question qui nous préoccupe ou devrait beaucoup nous préoccuper, les enfants handicapés. Imaginez simplement un monde où tous les enfants seraient intégrés, impliqués, où leurs talents seraient célébrés, où leurs contributions seraient reconnues. C'est le monde auquel l'UNICEF aspire. Est-ce un but ambitieux ? Oui, bien sûr qu'il est ambitieux. D'autant plus ambitieux que la Banque mondiale et l'OMS estiment que, dans le monde entier, il y a environ 93 millions d'enfants handicapés de moins de 15 ans. C'est notre responsabilité à l'UNICEF d'œuvrer à la réalisation de cet objectif d'intégration et de participation de tous les enfants par le biais de notre plaidoyer et de notre action. Je sais et j'ai vu combien de nos bureaux nationaux sont en bonne voie pour l'inclusion des enfants handicapés. Mais nous pouvons tous faire mieux, chacun de nous, et nous pouvons tous faire plus. Et ce faisant, puisons nos forces et notre inspiration des millions d'enfants handicapés, qui chaque jour luttent pour surmonter des obstacles que la plupart d'entre nous n'ont jamais connus. Et aspirons au jour où les communautés du monde entier seront enrichies par les talents, les contributions et l'esprit exaltant de tous les enfants. Et Rosangela Berman-Biller, conseillère principale sur les questions relatives aux enfants handicapés, UNICEF. Bonjour, je suis Rosangela Berman-Biller, conseillère principale sur les questions relatives aux enfants handicapés à l'UNICEF. Selon le rapport mondial sur le handicap, 1 milliard de personnes souffrent d'un handicap. Au moins un enfant sur 10 dans le monde souffre d'un handicap et 80% d'entre eux vivent dans des pays en voie de développement. Cette vidéo de formation a été développée pour vous aider à mieux comprendre les questions relatives au handicap et à trouver la manière dont vous pouvez appliquer ces connaissances à votre travail. Leçon 1. Qu'est-ce que le handicap ? Les questions relatives au handicap n'ont rien de nouveau pour l'UNICEF. Cependant, alors qu'auparavant nous mettions uniquement l'accent sur la protection des enfants handicapés, nous nous employons à présent à promouvoir leurs droits au même titre que nous le ferions pour tout autre enfant. Notre compréhension du handicap et de ceux dont nous parlons lorsque nous nous référons aux personnes handicapées a évolué au fil du temps. Selon l'OMS, le handicap n'est ni purement biologique ni purement social, mais plutôt l'interaction entre des conditions de santé et des facteurs environnementaux et personnels. Le handicap survient en 3 étapes différentes. Tout d'abord, une personne éprouve une déficience de la fonction ou de la structure de son corps, telle que la cécité. Cette déficience cause une limitation d'activité, telle que l'incapacité de lire des documents imprimés ou de se déplacer sans orientation. Cette limitation, à son tour, entraîne une restriction dans la participation, telle que l'exclusion de l'école. Film d'animation d'un enfant aveugle qui ne peut pas avoir le tableau noir à l'école. Convention des droits de l'enfant et comité d'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Outre la CRC et la CEDAW, l'UNICEF est guidée par la CDPH, une convention qui redéfinit les droits des personnes handicapées. Selon la CDPH, une personne handicapée est quelqu'un dont l'incapacité en interaction avec d'autres barrières font obstacle à sa pleine participation à la société. Certains enfants naissent avec un problème de santé ou une déficience invalidante, tandis que d'autres peuvent souffrir d'un handicap à la suite d'une maladie, d'une blessure ou de malnutrition, entre autres causes. Photo d'un nourrisson avec sa mère, photo d'une femme amputée avec sa fille. Les enfants et les adultes handicapés incluent ceux qui ont une déficience auditive, Enfant sourd à l'école. visuelle, Enfant aveugle et professeur. physique, Jeune homme avec des béquilles. des troubles de communication et d'apprentissage et une déficience intellectuelle ou psychosociale. Enfant ayant des troubles d'apprentissage en salle de classe. Chaque enfant peut vivre son handicap de manière différente selon les facteurs externes qui affectent sa vie quotidienne. Un point de vue d'Uruguay, Maria Emilia Rio-Torto, 18 ans, Montevideo. Maria s'exprime dans la langue des signes. Nous sommes tous égaux. Nous avons tous des droits. Chacun de nous a des droits.
Mettons de côté les personnes handicapées pour un instant. D'autres personnes sont également confrontées à des situations incapacitantes dans une société qui n'est pas préparée à la diversité. L'environnement dans lequel nous vivons peut nous permettre de participer à la société ou bien nous exclure. Voici quelques exemples de situations incapacitantes auxquelles nous pouvons être confrontés au cours de notre vie. Un enfant qui a besoin d'être porté ou poussé dans un landau pour pouvoir se déplacer. Série de dessins animés. Une femme en fin de grossesse essayant d'attraper un bus. Un étranger qui ne parle pas la langue locale et essaie de demander son chemin. Une personne qui essaie de monter les escaliers avec une jambe cassée. Une personne âgée qui ne peut pas lire les instructions en petits caractères sur un médicament. Je suis sûre que vous vous êtes vous-même trouvé dans une position incapacitante à un moment de votre vie. Nous devons trouver des moyens efficaces de créer un environnement favorable et la meilleure stratégie à adopter est la conception inclusive ou universelle. Leçon 2. Modèles et approches du handicap. Il existe 3 différentes approches ou modèles pour comprendre le handicap. Le modèle charitable, le modèle médical et les modèles sociaux et de respect des droits de l'homme. Chaque modèle modifie la dynamique de pouvoir entre la personne et son environnement social et physique. Selon le modèle charitable, les personnes handicapées sont considérées comme inférieures, inutiles, dépendantes, le résultat d'une punition de Dieu, un fardeau pour la société et des personnes que l'on ne s'attend pas à voir contribuer à la société. C'est encore trop souvent l'approche des campagnes qui suscite des sentiments de dépendance et de pitié. Selon le modèle médical, le handicap est considéré comme un état purement médical dont souffre un individu et qui devrait être soigné. L'accent porte sur la notion de rectification de la personne pour qu'elle soit acceptée et intégrée dans la société. Cette approche place peu d'espérance en les enfants handicapés. Elle qualifie l'enfant d'anormal. Dessin de médecin saluant un patient en fauteuil roulant. Les modèles sociaux et de respect des droits de l'homme considèrent que le handicap fait partie de la diversité humaine. Ces modèles portent sur la relation entre un individu et la société plutôt que sur son handicap. Ils visent à promouvoir l'égalité des droits et des opportunités et l'inclusion sociale. Selon ces modèles, si une personne en fauteuil roulant est incapable d'accéder à une urne et d'exercer son droit de vote, c'est parce que les barrières environnementales l'empêchent d'atteindre l'urne, et non pas parce qu'elle est handicapée. Film d'animation d'un homme marchant vers une urne. Des escaliers empêchent une personne en fauteuil roulant d'accéder à une urne. Les modèles sociaux et de respect des droits de l'homme relatifs au handicap, conjugués à une approche inclusive de développement, constituent les principes fondamentaux de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Ils sont en train de changer la manière dont la société traite des questions relatives au handicap et de placer les personnes handicapées au centre de l'action qui les concerne. Un point de vue de Tanzanie. Alejandro Greenspan, chef du programme de plaidoyer et d'analyse des politiques. On ne considère plus cela comme il y a quelques années, comme une caractéristique ou un handicap qui est intrinsèque à la personne, mais comme une chose qui résulte d'une interaction entre une personne et son environnement. Leçon 3. Les mots et les images comptent. Vocabulaire approprié à l'égard des personnes handicapées. Déclaration de jeunes souffrant d'handicaps différents sur un écran. Je ne suis pas inutile, impuissant ou faible. Je suis en bonne santé. Fort, capable et fier. J'ai juste besoin d'avoir la chance d'être moi-même et de participer avec mes pairs. Les parents ne devraient pas cacher leurs enfants handicapés à la maison. Ils devraient les emmener à l'école. J'ai le droit d'aller à l'école, d'être bien traité, d'apprendre la musique, de faire des exercices physiques et de sortir avec mes amis. Traitez-nous de la même façon. Appréciez-nous pour qui nous sommes et ce que nous pouvons faire. Et pas selon notre apparence ou ce que nous ne pouvons pas faire. Quand nous communiquons avec les personnes handicapées, les mots que nous employons et les images que nous utilisons pour les décrire sont importants. Le bon sens, la sensibilité et les talents interpersonnels de base sont souvent tout ce qu'il faut pour établir un contact gratifiant pour chacun de nous.
L'UNICEF applique la norme internationale qui consiste à utiliser le mot « personne » comme terminologie de base. Elle permet de centrer l'attention sur l'individu en premier lieu et de prendre en compte le handicap comme caractéristique secondaire. Par exemple, il vaut mieux dire un enfant handicapé plutôt qu'un enfant infirme. Il est aussi préférable de dire un enfant atteint de la polio plutôt qu'un enfant avec la polio. Mais parfois, les gens peuvent avoir leurs préférences personnelles quant à la terminologie à employer. Chaque culture et chaque pays a son propre vocabulaire. Être respectueux est le premier pas vers une bonne communication. S'il le faut, adressez-vous à une organisation locale de personnes handicapées dans votre région. J'utilise un fauteuil roulant. Je ne suis pas confiné à un fauteuil roulant. Mon fauteuil roulant me permet de me déplacer, de me sentir libre, de faire des choses. C'est un prolongement de mon corps et je l'adore. Je ne suis pas une victime. Je ne suis pas une victime, je ne suis pas une victime. Je ne souffre pas, je ne souffre pas, je ne souffre pas. J'ai une famille qui m'aime et me soutient beaucoup. Je me considère comme l'un des plus... Chanceux est un euphémisme. Je dirais que je suis une des personnes les plus bénies. À tous ceux qui m'ont aidé, je veux leur dire merci. Les enfants handicapés méritent et ont droit à tout. Boum! Et quand vous faites la distinction entre les enfants avec et sans handicap, n'utilisez pas le mot normal. Leçon 4. Règles de convenance générale vis-à-vis des personnes handicapées. Il est normal que les enfants posent des questions à une personne handicapée, et on ne devrait pas les en empêcher. Enfant aveugle avec son ami. C'est un élément important pour le développement de l'enfant et pour la formation de son caractère. C'est aussi une opportunité pour communiquer et établir des relations. Un point de vue d'Uruguay, des étudiants du Centro Educativo et Liceo CENI, Montevideo. On m'apprend la valeur d'être solidaire. Voici quelques règles de convenance à adopter avec les personnes handicapées. Parlez directement à la personne et non à un tiers. Quand vous parlez avec une personne handicapée, si la personne est accompagnée par un parent ou une aide personnelle, adressez-vous directement à elle et non pas au-dessus de sa tête à une autre personne dans la pièce. Cela peut s'avérer très frustrant pour une personne d'être exclue d'une conversation qui la concerne. Cette série de dessins animés illustre chaque point. Référez-vous aux personnes par leur nom. N'utilisez pas d'expressions comme la petite fille aveugle ou le garçon sourd. De plus, ne parlez pas aux adultes handicapés comme s'ils étaient des enfants qui ne peuvent pas comprendre les choses ou agir de leur propre chef. Cela a l'air condescendant et irrespectueux. Quand vous parlez, mettez-vous dans une position confortable pour tout le monde. Par exemple, si vous parlez avec une personne qui utilise un fauteuil roulant, trouvez un endroit pour vous asseoir ou accroupissez-vous pour être à hauteur des yeux de l'utilisateur de la chaise roulante. Tout le monde a le droit de prendre ses propres décisions. Quand les personnes ont une mobilité limitée, il peut sembler plus facile ou plus rapide de décider et de faire les choses à leur place. Mais comme pour toute personne, l'autonomie de décision et de choix est un droit. Il suffit simplement de leur donner l'opportunité de décider et le temps supplémentaire dont ils peuvent avoir besoin. Et ne vous attardez pas sur les stéréotypes en partant du principe que les personnes handicapées sont déprimées ou frustrées, agressives ou amères, malades ou vulnérables. Les personnes handicapées sont juste des personnes avec leurs propres individualités. N'attribuez pas tout leur comportement à leur handicap. Comme dans toute relation interpersonnelle, traitez la personne comme vous aimeriez qu'elle vous traite, avec respect et prévenance et non avec pitié et condescendance. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est de demander avant d'agir. Un point de vue de Russie. Evgeny Liapine, 16 ans, Moscou. J'aimerais dire qu'il est inutile d'être obsédé ou replié sur soi-même. Il faut mener une vie productive. Il faut sortir, laisser les autres gens voir que vous existez. Il faut apprécier la vie sans vous sentir opprimé. Ou vous inquiéter de ce que l'on pourrait penser de vous, ou de la manière dont on pourrait vous regarder, ou ce que l'on pourrait vous dire. Fin du module 1. Module 2. Agir pour éliminer les barrières.
Leçon 1. Cadre directeur. Bienvenue au second module d'orientation sur le handicap. Maintenant que nous comprenons la dynamique autour du handicap, nous allons nous concentrer sur ce que cela signifie pour l'UNICEF et comment nous devrions inclure les enfants handicapés dans toutes nos actions. Nous savons que la Convention relative aux droits de l'enfant s'applique à tous les enfants, y compris les enfants handicapés. La Convention relative aux droits des personnes handicapées, aussi appelée CDPH, améliore la compréhension et consolide les droits des enfants handicapés. Elle n'introduit pas de droits supplémentaires, mais elle impose des obligations supplémentaires au gouvernement pour qu'il prenne des mesures en vue d'éliminer les barrières qui empêchent les enfants handicapés de jouir de leurs droits. Un point de vue d'Azerbaïdjan. Mark Herward, UNICEF, Azerbaïdjan. Nous, à l'UNICEF, avons compris que la première chose que nous pouvions faire était de soutenir le gouvernement en signalant et en ratifiant la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Cela crée une toute autre atmosphère, une atmosphère où les enfants handicapés ont des droits qui devraient être respectés et ne sont pas des objets de charité ou de pitié. La CRDE applique les modèles sociaux et de respect des droits de l'homme relatifs au handicap comme déjà indiqué dans le module 1. L'article 7 précise que les gouvernements doivent permettre aux enfants handicapés de jouir de leurs droits au même titre que les autres enfants, servir au mieux leurs intérêts et garantir leur droit d'être entendus et pris au sérieux. Un point de vue de Fidji. Nasoni Nawalaji, 13 ans, Tailevou. Nasoni s'exprime dans la langue des signes. Je m'appelle Nasoni, c'est N-A-S-O-N-I, et c'est mon nom dans la langue des signes. Je suis de Tailevou, dans les îles Fidji, et j'ai 13 ans. Pour moi, les droits des enfants, ça veut dire que les personnes sourdes et les personnes entendantes peuvent toutes avoir la même chance d'aller à l'école. L'article 24 rend explicite le devoir des gouvernements de favoriser l'accès des enfants handicapés à une éducation inclusive. Un point de vue d'Arménie. Kristina Rochella, représentante adjointe, UNICEF Arménie. L'UNICEF a commencé à promouvoir les principes d'éducation inclusive en 1998 et à partir de 2001 jusqu'en 2008, avec le soutien de l'UNICEF, 12 écoles inclusives modèles ont été ouvertes grâce à un programme de formation d'enseignants et d'approvisionnement en ressources destinées à créer les conditions propices à l'inclusion des enfants handicapés dans ces écoles. La plupart des articles de la CRDE s'appliquent aux enfants et la Convention elle-même sert de feuille de route à la mise en œuvre de ces droits. Outre les conventions de l'ONU, notre travail sur les questions relatives au handicap est aussi guidé par de nombreuses politiques régionales et nationales qui devraient vous être familières selon l'endroit où vous travaillez. Pour de plus amples informations sur le CRDE, www.un.org/disabilities. Notre travail sur les questions relatives au handicap devrait adopter une approche fondée sur les droits de l'homme, mettre l'accent sur l'équité et atteindre les plus marginalisés, et suivre un cadre de développement inclusif. Pour parvenir à l'équité et à l'inclusion pour les enfants handicapés, nous devons leur garantir l'égalité des chances dès le plus jeune âge et tout au long de leur cycle de vie. Enfants ayant un handicap visuel ou auditif ou des troubles d'apprentissage. Pour garantir l'égalité des chances aux enfants handicapés, on doit répondre à leurs besoins spécifiques pour leur permettre en fait de participer ou d'avoir accès à la société au même titre que leurs pairs. Un point de vue du Zimbabwe. Enfant zimbabwéen aveugle utilisant une machine à écrire le braille. Donc voici mon nom. Kubulani Mbusa étudie à l'école Saint-Gilles pour les enfants ayant des besoins spéciaux. Pendant des années, le seul manuel dans sa classe était celui de l'enseignant. Mais bientôt, il sera en mesure de suivre ses leçons dans son propre manuel et de travailler au même rythme que ses camarades voyants. C'est grâce au ministère de l'Éducation, des Sports, des Arts et de la Culture qui s'efforce, en collaboration avec l'UNICEF et les partenaires donateurs, par le biais du Fonds de transition pour l'éducation, de fournir aux enfants du Zimbabwe, en particulier les plus marginalisés et vulnérables, les ressources dont ils ont besoin à l'école.
Photos de garçons sourds en train d'apprendre l'alphabet. Photos de garçons ayant des troubles d'apprentissage en train de s'amuser avec ses camarades. Sans la langue des signes, un étudiant sourd peut être admis dans une école ordinaire, mais il n'aura pas accès à l'éducation ou à la socialisation. Sans facilitateur, un adolescent trisomique peut prendre part à une activité du Parlement des enfants, mais ne peut pas être en mesure de collaborer et de participer au même titre que ses pairs. Grâce à l'adoption de la CRDE et conformément à notre engagement pour l'équité, l'UNICEF a défini 3 buts principaux pour notre travail axé sur l'handicap. 3 buts pour UNICEF. Numéro 1. Intégrer le handicap. Lu par Rosangela Berman-Biller, conseillère principale sur les questions relatives aux enfants handicapés, division du programme UNICEF. Le premier but de l'UNICEF est d'intégrer le handicap à l'ensemble de nos politiques et de nos programmes, tant dans le cadre du développement que de l'aide humanitaire. Mais prenons garde, l'intégration ne remplace pas le besoin des politiques et des programmes particulièrement centrés sur les questions relatives au handicap et d'une législation axée sur le handicap. Cela ne veut pas dire non plus que nous n'avons pas besoin d'expertise et de points focaux sur le handicap. Tant dans nos programmes en cours que dans nos actions d'urgence, l'accessibilité à l'environnement physique, à l'information et à la communication est primordiale. Nous ne pouvons pas continuer à ériger des barrières à l'inclusion. Enfin, il faut une volonté politique claire et une affectation des ressources adéquates pour cette intégration. Nous devons prévoir un budget pour l'inclusion du handicap à tous les niveaux de notre cycle de programme. Le handicap fait bel et bien partie de notre diversité. Il fait partie de notre organisation et de chaque communauté avec laquelle nous travaillons. Tout comme notre nom de famille, notre appartenance ethnique, notre nationalité, notre sexe, le handicap fait partie de notre identité. Numéro 2. Défendre les droits des enfants handicapés. Lu par Nick Alipoui, division du programme UNICEF. Notre second but, à l'UNICEF, est de réellement défendre et d'être en avance en termes des droits des enfants handicapés dans toutes nos actions et d'engager des partenariats stratégiques avec tous ceux qui œuvrent à la promotion des droits des enfants handicapés. Plusieurs photos de participants handicapés et non handicapés au Partenariat mondial 2012 sur les enfants handicapés à New York. Il est important que nous disposions de connaissances suffisantes pour collaborer avec nos partenaires au sein du système des Nations Unies, au sein des organisations de société civile, mais en particulier avec le gouvernement en matière de législation, d'application des lois, et pour garantir que les abus et toute violation des droits soient immédiatement réprimés dans l'intérêt des enfants. Il est surtout important de répondre aux besoins spécifiques des enfants dans les situations d'urgence et d'action humanitaire au cours desquelles, la plupart du temps, les droits de ces enfants ont tendance à être négligés. C'est à nous, à l'UNICEF, de par notre rôle de conciliateur, notre plaidoyer technique et notre rôle de programmateur d'assumer cette responsabilité et d'œuvrer pour faire progresser les droits des enfants handicapés partout, dans toutes nos actions et à tout moment. Pour illustrer certains de ces buts, voici un exemple de notre travail au Sri Lanka. Le gouvernement et d'autres agences décuplent leurs efforts de déminage afin de sécuriser l'environnement et permettre ainsi aux gens de retourner dans leur village. Mais les risques que les terres et les jungles environnantes soient toujours contaminées persistent, comme l'a découvert Vijay, 10 ans, quand il a sauté sur une mine antipersonnelle en janvier 2010. Il ramassait du bois de chauffage avec d'autres personnes de la communauté. Moins d'1 an plus tard, doté d'un membre artificiel, il a pu retourner à l'école et faire bravement face à l'avenir parmi ses camarades. Mais ce n'est que la première étape d'un long et difficile processus de rétablissement pour ces victimes des mines antipersonnelles. L'UNICEF a joué un rôle prépondérant dans le programme d'action anti-mines du Sri Lanka depuis son origine, en travaillant en matière d'éducation aux dangers posés par les mines, d'assistance aux victimes et de plaidoyer. Les objectifs du programme sont de doter les communautés affectées de connaissances appropriées pour se protéger contre les dangers des mines et des restes d'explosifs de guerre et d'appuyer les services de réhabilitation pour les survivants et les autres personnes handicapées. Le projet vise également à inciter le gouvernement du Sri Lanka à adhérer à la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles et à d'autres instruments juridiques connexes. Numéro 3.
Promouvoir l'inclusion, lu par Richard Bridle, directeur des ressources humaines UNICEF. Le troisième but de l'UNICEF est d'être une organisation inclusive pour tous. Nous développons peu à peu, mais systématiquement, des politiques de promotion de l'emploi inclusif, de l'accessibilité des locaux, des communications et des informations, et d'un environnement favorable pour le personnel et les visiteurs. Extrait du bulletin d'information du personnel de l'UNICEF, édition spéciale Inclusion et handicap. Vivre avec un handicap, article de Bhoutan. Profil de certains membres du personnel handicapé. Maintenant que nous savons ce que nous voulons accomplir, parlons de là où nous pouvons commencer à prendre des mesures immédiates. Nous pouvons défendre et promouvoir l'inclusion dans toutes nos actions, nous attaquer aux normes et aux pratiques sociales et culturelles et lutter systématiquement contre la stigmatisation et la discrimination, accroître la participation des enfants handicapés, de leurs familles et des organisations aux activités de dialogue politique et de gouvernance. Leçon 2. Promouvoir l'inclusion. Pour promouvoir l'inclusion dans toutes nos actions, nous devrions adopter une approche de développement inclusif et respecter les principes de conception universelle. Un point de vue des îles du Pacifique. Dr Isiye Ndumbi, représentant UNICEF Îles du Pacifique. Le développement inclusif du handicap signifie que tout plan de développement doit tenir compte des personnes handicapées. Cela signifie que nous devons prendre en considération les enfants handicapés et les personnes handicapées dans la conception de tous nos services et dans toutes les stratégies que nous développons. D'autre part, cela signifie aussi que les communautés doivent être informées grâce à une communication effective sur les droits des personnes handicapées afin d'améliorer les soins qui leur sont dispensés, mais de permettre aussi aux personnes handicapées de se prévaloir de leurs propres droits. Personnes handicapées et non handicapées profitant ensemble d'une promenade. Le développement inclusif reconnaît la diversité comme un aspect fondamental du développement social, économique et humain. Au lieu d'élaborer des politiques et des actions isolées pour servir différents groupes sociaux, il favorise une approche intégrée qui peut profiter à tous. Par exemple, au lieu de construire de nouvelles institutions pour enfants handicapés et de les éloigner de la société, nous devrions développer des services inclusifs pour tous dans la communauté. Nous devrions compter sur les connaissances et l'expertise actuelle des services spécialisés pour renforcer les capacités du système dans son ensemble avant qu'il incorpore cette population. Un point de vue de Serbie. Jelena Maric, étudiante de lycée en économie Uzice. Jelena est atteinte de paralysie cérébrale. J'ai la chance d'avoir grandi dans une famille. Quelle que soit la qualité des conditions et des services dans ces maisons d'accueil, rien ne peut remplacer une famille. L'atmosphère d'une famille. Le soutien et les mots doux des parents. L'étreinte et le baiser d'une maman. Un point de vue de Turquie. Eyman Abulaban, représentant UNICEF Turquie. La création d'unités de pédiatrie développementale dans tellement d'hôpitaux différents à travers le pays résulte d'un partenariat à long terme entre l'UNICEF et l'Université d'Ankara. Ces unités apportent un aspect développemental au travail de routine qui se faisait généralement dans les unités de soins pédiatriques, par des services de dépistage précoce et d'intervention sur les enfants avec, bien sûr, l'implication de la famille et la communauté autour d'eux. C'est aussi très important parce qu'elles opèrent un changement à l'ensemble du secteur pédiatrique et peuvent constituer un excellent modèle dont d'autres pays, comme la Turquie, peuvent bénéficier. La conception inclusive universelle est une stratégie clé pour le développement inclusif.
C'est un concept par le biais duquel tout ce que nous élaborons, que ce soit une politique ou un produit, peut être utilisé par le plus grand nombre, indépendamment de l'âge, des capacités ou du statut social. Dans certains cas, les enfants handicapés auront toujours besoin d'aménagements spécifiques ou d'une attention particulière. Voici quelques exemples de conception universelle. De grosses touches sur un téléphone sont plus faciles à lire. Série de dessins animés. Personne plissant les yeux devant les petites touches d'un téléphone, mais se réjouissant de touches plus grosses. Des latrines et des portes de cabinet de toilette plus larges sont accessibles à tous. Personne handicapée utilisant un cabinet de toilette accessible. Les sous-titres à la télévision aident les personnes ayant des déficiences auditives et celles qui ne comprennent pas la langue. Enfants appréciant une émission de télé avec sous-titrage codé. Saviez-vous que selon la Banque mondiale, construire une infrastructure accessible et inclusive coûte environ 1% de plus que si l'on avait inclus dès la phase de conception ? Toutefois, si nous ne planifions pas à l'avance, les coûts seront ensuite plus élevés. L'accessibilité et la conception universelle ne sont pas forcément synonymes de coûts élevés et de haute technologie. Des rampes en bois à faible prix permettent à tout le monde d'entrer ou de sortir plus facilement d'un établissement de santé ou d'une école. Plan d'éléments d'accessibilité dans un bâtiment. Il y a d'innombrables exemples de solutions locales à faible coût. La conception universelle de l'apprentissage a développé un programme qui offre l'égalité des chances d'apprendre à tous. Elle propose un projet d'aménagement des programmes et des ressources, pas une solution universelle, mais plutôt des approches flexibles qui peuvent être personnalisées et adaptées aux besoins individuels. Un point de vue du Mozambique. Nehemias Gilberto Raúl Zandamela, enseignant, Centre de documentation sur l'éducation inclusive, Massia. Je m'appelle Nehemias Gilberto Raúl Zandamela. J'ai 34 ans et je suis enseignant au Centre de documentation sur l'éducation inclusive de Massia. Ma salle de classe ressemble à une classe ordinaire, mais ce qui est différent, c'est que j'utilise des ressources visuelles pour mieux retenir l'attention de mes élèves sourds. J'utilise un ordinateur et un diaporama et je reprends le contenu de chaque cours dans un film, puis je fournis des explications en langue des signes. En langue des signes, il dit « Pour le monde entier, j'embrasse et je serre dans mes bras tous les enfants sourds. » Leçon 3. Lutter contre la stigmatisation et la discrimination. Les enfants handicapés et leurs familles sont souvent exclus et font face à la stigmatisation et la discrimination à cause de normes sociales et de croyances, d'attitudes et de pratiques culturelles néfastes. Ceci peut limiter leur développement et les exposer au risque de négligence, d'abus, d'exploitation et d'exclusion. Une norme sociale est une règle ou un comportement que les membres de la société appliquent parce qu'ils pensent que c'est ce que l'on attend d'eux. Ils peuvent également penser qu'appliquer une norme sociale peut leur valoir une sorte de récompense telle qu'un statut social ou de l'admiration, et qu'ignorer cette norme pourrait leur causer de la honte ou du harcèlement. Lorsque ces normes existent, l'UNICEF emploie la communication pour le développement en vue d'éliminer les barrières sociales et culturelles. Nous savons que changer des croyances profondément enracinées peut s'avérer difficile et prendre beaucoup de temps, mais les initiatives de plaidoyer et d'éducation du grand public peuvent favoriser les groupes marginalisés dans les politiques et les pratiques sociales. Nous devrions adhérer aux principes et aux directives en faveur d'une communication holistique et inclusive avec les enfants. Le dossier d'information de l'UNICEF, intitulé « Communiquer avec les enfants », propose 4 principes éprouvés et faciles à appliquer pour l'élaboration de documents pour, avec et à propos des enfants. www.unicef.org/cwc. Les campagnes de sensibilisation soulignent que nous sommes tous différents et qu'il est normal d'être différent. Examinez cet exemple du Brésil, il s'appelle « La fille au tambour ». J'adore la musique. Comme toutes les filles de mon âge, j'adore Internet. J'adore les fêtes, mais je ne suis pas comme toutes les filles de mon âge à tout point de vue. D'une certaine manière, je suis très différente. Je joue du tambour. Cela nous vient du Monténégro. Depuis le début de la campagne en septembre 2010, de nombreux enfants, auparavant invisibles, sont devenus des membres actifs de notre société en tant que jeunes avocats pour l'inclusion. Des athlètes, des musiciens, des danseurs, des amis, des étudiants, des filles, des fils,
des frères et des sœurs. Les enfants et les adultes handicapés devraient être intégrés dans toute communication que nous faisons. Le handicap devrait être décrit comme faisant partie intégrante de notre vie, comme dans le cas de cette vidéo de sécurité publique venant du Laos. Enfants handicapés et non handicapés inclus dans du matériel éducatif de communication. Les messages, les mots, les sons et les images peuvent être stimulants et exaltants ou dévalorisants et stigmatisants. Nous devons être proactifs lorsque nous défions les normes sociales. Décrire les enfants handicapés comme des êtres faibles et sans défense leur nuit, en renforçant des sentiments de pitié et de peur à leur encontre. Les enfants handicapés devraient être vus comme des êtres apportant leur contribution dans leur capacité créative à résoudre les problèmes. Ils devraient représenter le même éventail d'intérêts et de capacités que les enfants sans handicap. Je veux être docteur. Je veux être danseur. Je veux construire des gros immeubles. Enfants en salle de classe exprimant leurs rêves dans la langue des signes. Les enfants sourds peuvent tout faire, sauf entendre. Il est important de travailler en partenariat avec les enfants handicapés et les organisations de personnes handicapées. Contactez les organisations locales qui représentent les personnes handicapées et demandez leurs conseils sur la meilleure approche à adopter, telle que la langue à employer et la meilleure façon d'aménager un environnement. Elles seront les mieux placées pour savoir ce qui est requis. Un point de vue du Monténégro. Nicolas Zekic, étudiant, lycée Vasa Pavic. Nicolas a une déficience visuelle. J'étais là-bas et j'ai participé à l'écriture de couplets d'une chanson et à l'enregistrement des chœurs, ainsi qu'au tournage d'un spot télévisé pour la chanson. C'était fantastique, une expérience unique pour moi. Leçon 4. Accroître la participation. Un point de vue d'Azerbaïdjan. Sima Alesguerova, 13 ans, Azerbaïdjan. J'aime aller à l'école parce qu'on a l'occasion de parler aux autres enfants, de plaisanter avec eux, de s'amuser avec eux. On s'ennuie à la maison, pas grand-chose à faire à part regarder la télévision et jouer sur l'ordinateur. Alors ce n'est pas si intéressant d'être chez soi, je préfère étudier. La participation est un droit fondamental pour tous les enfants. Cependant, les enfants handicapés sont trop souvent laissés en marge, exclus de la plupart des activités de base, telles que jouer avec leurs camarades, être admis à l'école avec leurs frères et sœurs, aller à l'église et participer à leur communauté. La participation permet aux enfants de se faire de nouveaux amis, de développer leurs compétences, d'exprimer leur créativité, d'améliorer leur santé mentale et physique et de donner un sens et un but à leur vie. Une participation effective aide un enfant à rehausser sa confiance en lui et son amour-propre. Il est important de permettre aux enfants handicapés de remplir ces rôles. Il peut s'agir de mettre à leur disposition des interprètes en langue de signes, de collaborer avec les parents et les aides et de garantir l'accessibilité physique des établissements. Parfois, les enfants peuvent être inclus mais n'ont pas le soutien approprié. Un enfant aveugle peut être admis à l'école mais ne peut pas pleinement participer sans un soutien adéquat, y compris l'accès au braille et à la technologie d'assistance. Photo d'une paire de mains lisant le braille. Un point de vue de Tanzanie. Shuda Bahati, collégienne, Tanzanie. Shuda est albinos. Un des problèmes auxquels nous faisons face est de ne pas arriver à voir ce qui est écrit sur le tableau et d'avoir du mal à lire les lettres minuscules dans les livres. Nous allons maintenant donner quelques exemples en matière de collaboration avec les enfants handicapés. Avec nos partenaires, l'UNICEF a contribué à favoriser la participation au Parlement des enfants du Rwanda. Mukandai Senga Alodi, 17 ans. Nous sommes très heureux, en tant qu'enfants handicapés, d'assister à cette réunion. Parce que lors des dernières réunions, nous n'étions pas invités. Donc nous étions exclus. Alors être là, c'est aussi très important pour nous. Et cela nous rend très heureux, parce que nous sommes intégrés dans la société rwandaise. Lors de ces réunions, les enfants formulent des recommandations aux ministres, aux gouverneurs et aux maires au sommet. En haut de la liste figure le besoin d'inclure les enfants vivant avec un handicap à tous les forums et d'améliorer les services qui leur sont destinés.
Un point de vue de Jordanie. En 2011, l'UNICEF et ses partenaires ont contribué à accroître la participation des enfants handicapés par le biais du sport. Enfants jordaniens handicapés et non handicapés s'amusant à pratiquer un sport tel que le basketball et l'escrime. Obtenir leur participation est le but de ces programmes, mais le processus est tout aussi important. Les programmes de l'UNICEF ne seront réellement inclusifs que s'ils ont une participation significative des enfants issus de milieux variés et vivant dans des conditions différentes, y compris les enfants handicapés. Les exemples que nous avons vus montrent que nous apportons des changements, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Un point de vue du Zimbabwe, Lauren Rumble, responsable de la protection des enfants, UNICEF Zimbabwe. L'UNICEF travaille avec le gouvernement pour revitaliser la santé, l'éducation, la protection sociale et les systèmes de protection des enfants dans le pays, en collaboration avec les donateurs, les communautés, le gouvernement et les enfants eux-mêmes. La nouvelle constitution donne la chance aux enfants handicapés de voir leur vision devenir une réalité. Leçon 5. Créer une base de preuves solides. La collecte de données sur les enfants handicapés continue à constituer un défi majeur. Cela limite la compréhension des gouvernements et leur capacité à aborder les questions qui les concernent. Nous devons collaborer avec les bureaux de statistiques nationales et d'autres partenaires de l'UNICEF pour que le handicap soit inclus dans les enquêtes de recensement et de ménage. Nous devrions tenir compte de cette population dès l'élaboration d'une analyse de situation par le biais du suivi des résultats en matière d'équité dans la communauté et à tous les niveaux de recherche et de l'évaluation de nos programmes et de nos pratiques. Il faut que nous ayons des données fiables sur la situation actuelle afin de divulguer nos priorités et nos programmes de pays. Pour cela, nous devons être au courant des méthodes qui existent pour recueillir les données qui servent à mesurer le handicap. L'enquête par grappe à indicateurs multiples, MIX, détient les outils nécessaires pour mesurer le handicap et nous sommes disposés à aider les pays à les mettre en œuvre. Résumé. De nombreuses ressources sur le handicap sont disponibles et se trouvent dans la section ressources de ce module ou sur notre site internet www.unicef.org/disabilities. Conclusion de Victor Santiago Pineda, doctorat, directeur exécutif Fondation Pineda et scénariste, et Rosangela Berman-Biller, conseillère principale sur les questions relatives aux enfants handicapés, UNICEF. J'espère que vous avez aimé regarder cette vidéo, autant que j'ai aimé l'écrire. Je pense qu'ensemble, nous pouvons rendre l'inclusion possible pour les millions d'enfants que nous servons chaque jour. Merci. J'aimerais remercier tout le monde pour leur soutien et leurs conseils sur la meilleure façon d'intégrer le handicap à l'ensemble de notre travail. Je remercie tout particulièrement ceux qui ont soumis des éléments pour cette séance d'orientation. Ensemble, nous pouvons construire un UNICEF plus inclusif et une société plus inclusive. Tim Gregory, directeur. Victor Pineda, scénariste et assistante de production. Chantal Heitz, narrateur. Oliver Etzforth, musique. Aaron Moustama, animation. Barbara Koluki, collaborateur principal. Sergio Meresman, collaborateur principal. Denis Torena, collaborateur principal. Pauline Lemel, doublage français. Yann Perigot, doublage français. William Moody, interprète en langue des signes. Chris Tester, interprète en langue des signes. Avec le soutien de l'équipe chargée des questions relatives au handicap, UNICEF. Amy Farkas, Anna Bourlieva, Christopher Borges, Gopal Mitra, Live Sabé, Rosangela Berman-Biller. Remerciements particuliers à UNICEF Azerbaïdjan, UNICEF Arménie, UNICEF Érythrée, UNICEF Fidji, UNICEF Ghana, UNICEF Moldavie, UNICEF Monténégro, UNICEF Mozambique, UNICEF Namibie,
UNICEF Rwanda, UNICEF Serbie, UNICEF Sri Lanka, UNICEF Turquie, UNICEF Zimbabwe, UNICEF Tanzanie, UK Sport, British Council, le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, Division de la communication UNICEF NYHQ, les étudiants de l'Université de Californie à Berkeley, États-Unis, l'Institut interaméricain sur le handicap et le développement inclusif Uruguay, Colegio y Liceo CENI Uruguay, Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, Java, Uruguay, numéro 333, Primary School Montevideo, Uruguay, Instituto Meta Social, Brésil.